Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners et bienvenue dans un nouveau débrief de Coup de canon, ce fameux débrief que vous attendez chaque semaine après les matchs magnifiques de nos Gunners. Parce que bien évidemment, tellement on joue bien que notre avis vous intéresse. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on débriefe du déplacement d'Arsenal à Everton dans le très joli stade de Hill Dickinson Stadium, le nouveau stade, notre première là-bas puisque avant on avait encore l'honneur de jouer dans leur ancien stade qui est devenu le stade des Féminines d'Everton, petite parenthèse. Et pour m'accompagner, une voix que vous avez l'habitude d'entendre, celui qui se demande encore aujourd'hui pourquoi il se lève à 4 heures du matin pour regarder les matchs d'Arsenal alors qu'il pourrait être bien au chaud dans son lit avec sa chair et tendre, mais il a toujours pas compris la leçon. Visiblement, Jonathan, salut! Salut Raoul, bonsoir à tous. Alors ouais, bonsoir. Alors, ok, on va tout dire. Bonsoir parce que en Malaisie, il est 20h10 si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Euh, que nous sommes dimanche, que nous avons décidé pour des raisons d'agenda de ne pas débriefer à chaud. Il fallait peut-être Tant mieux mieux. pas. C'était une bonne nouvelle. Et que donc, du coup, ici en France, il est 13h10 et qu'on commence tout doucement le petit débrief du match. Et pour nous accompagner, Jonathan et moi-même, un invité, euh, pour une fois qui ne fera pas partie de l'assaut, et peut-être que vous, fans d'Arsenal et peut-être jeune dynamique présent sur TikTok, vous reconnaîtrez soit sa voix, soit son pseudo. J'ai eu le plaisir d'inviter et de recevoir donc Arthur. Si je me trompe pas, sur TikTok, c'est Arthur on Air. Exactement, Voilà, donc exactement. sois le Bonjour. bienvenu Arthur, bienvenue dans Coup de canon. Eh bien, merci déjà Raoul et Jonathan pour l'invitation. Je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui parce que Jonathan je n'y est vous pour écoute rien, toutes hein, les il te semaines. connaît pas, il a pas TikTok, il s'en fout de TikTok. C'est pas grave, c'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, il pourra l'installer maintenant pour aller regarder ce que je fais. Non, mais je suis très très content de l'invitation. Merci, ça me fait très plaisir. Je vous écoute beaucoup et je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Et donc Arthur, qui est un fan de... Alors, si je me trompe pas, tu es journaliste ou animateur radio, un truc comme C'est ça, ça. moi je suis animateur radio, animateur événementiel, je suis supporter d'Arsenal, évidemment. Et en fait, oui, j'ai créé il y a quelques mois un compte TikTok pour parler de ma passion et de notre passion commune, Arsenal, info, analyse, débrief, etc. Et en fait, le compte a bien monté très rapidement, donc c'est comme ça que tu es tombé sur moi d'ailleurs. Ouais, et que j'avais commenté une fois une de tes vidéos, je crois, mais voilà. Tu viens de quelle région, Arthur? Moi, je suis du nord de la France. J'espère que ça s'entend pas Ah, trop d'ailleurs. non, absolument pas. Du quel coin du nord? Lille? Je suis lillois, ouais. Ah, mais t'es pas loin de certains adhérents, c'est un grand mot, mais certains membres de l'assaut, notamment Oui, Louis. exactement. Loulou. Et, Loulou, et celui-là d'ailleurs, qui, tu l'as peut-être déjà vu sauter du balcon d'ailleurs, on sait pas. Peut-être qu'un jour tu rentrais de soirée et que tu as vu un mec sur son balcon en train de sauter, c'était peut-être lui. alors non, mais fun fact, en fait, juste avant le match, j'étais à un autre match de foot, puisque du coup, Oui, il y avait la Coupe de France, et j'étais au parlons-en. match Béthune contre Sochaux, parce que du coup, je travaille en radio donc sur Béthune, qui est une petite ville du Pas-de-Calais. Et du coup, je me suis enquillé deux matchs d'affilée, donc celui de Béthune, celui d'Arsenal. J'avoue, il y avait quand même une légère différence de niveau entre les deux, mais Sochaux a gagné 4-2, donc voilà, j'ai pris Fin une de leçon de l'aventure football, les pour gars. Béthune, ouais. C'est ça. J'ai vu ça. Donc, messieurs, soyez les bienvenus. Parlons un petit peu d'Arsenal et parlons un petit peu du match. Alors, en guise d'introduction, on pourrait dire que cette date, donc de samedi 20 décembre, marquait une date assez importante dans l'ère Arteta, puisque c'était, je sais pas comment dire, son sixième anniversaire à la tête d'Arsenal, puisque Arteta a signé chez nous le 20 décembre 2019, et que donc du coup c'était une journée un petit peu spéciale et je ne doute pas qu'il attendait peut-être une autre prestation de ses joueurs pour cet anniversaire-là. Et autre petite
anecdote, c'est que nous avons commencé le match sans être leader, puisque nous étions au moment du coup d'envoi, nous étions le dauphin de Manchester City qui a défoncé West Ham, je crois, 3 buts à 0, 3-0, ouais. dans une dynamique de jeu totalement différente de celle de nos Gunners. Mais on va y venir. Donc, du coup, revenons à nos moutons, revenons à des choses plus traditionnelles et parlons très rapidement de la composition du jour, donc de la veille. Au but, bien évidemment, David Raya, défense à 4 avec le retour de Calafiori, Hincapié, Saliba et Timber. Milieu de terrain à 3 avec Zubimendi, Rice et Ødegaard. Et devant, on retrouvait Saka qui avait été auteur d'une très belle prestation face à Wolverhampton et on attendait de revoir le même Saka. Guillaume Quérez qui était auteur d'une piètre prestation face à Wolverhampton et on s'attendait à avoir un autre Guillaume Quérez et Trossard qui faisait son retour en tant que titulaire après quelques jours, semaines d'indisponibilité et une rentrée en fin de match, je crois, face à Wolverhampton. Arthur, tu le sais très bien, généralement la question est la suivante, qu'avez-vous pensé de cette compo? Mais avant de vous entendre là-dessus, j'ai juste envie de vous dire que si on remplace Hincapié et qu'on met Gabriel, pour moi, c'est l'équipe type d'Arsenal du moment avec, je vais pas dire les forces du moment, mais en tout cas avec les attentes que l'on peut avoir de chacun des joueurs et avec les recrutements que l'on a fait, avec notamment Zubimendi et Gyökeres devant. Du coup, avez-vous été surpris de cette composition? Et on va peut-être laisser, Jonathan, si tu le veux bien, la parole à notre invité du jour, Arthur. Alors moi, comme tu le dis, ouais, on a l'effectif quasi type à une exception près. Donc c'est théoriquement avec cette équipe-là qu'on est censé être les meilleurs. Pas vraiment de surprise. Le retour de Trossard, en vrai, je trouve, a fait quand même du bien. Parce que Martinelli contre Wolverhampton, c'était pas ouf. Et moi, Trossard, je trouve que ça fait partie d'un des joueurs de la saison d'Arsenal pour l'instant, en tout cas. Donc malgré son retour de blessure, moi j'étais content de le voir. Il y a eu beaucoup de gens qui, je le sais, voulaient voir Eze sur la feuille de match. C'est souvent la question. Eze à la place d'Odegaard en ce moment, c'est un petit peu la tendance. Je sais pas, on en reparlera probablement après. Calafiori de retour après sa suspension, ça fait plaisir. J'aime bien moi ce joueur. Je trouve qu'il apporte beaucoup offensivement. En défense, il est moins largué que l'année dernière. Donc non, franchement, très très bonne compo. Mais j'ai quand même hâte du retour de Gabriel, j'avoue. Il nous manque quand même son caractère, son leadership. C'est pas pareil avec Hincapié. Jonathan, pour ta part, qu'est-ce Plutôt que ça fait d'accord. de se réveiller à 4 heures du matin et de voir cette compo? Non, bah, la compo, elle était assez attendue de toute façon. Après, s'il y avait des questions, enfin, il y a toujours les questions récurrentes. Madueke qui est en forme. Bon, je peux comprendre que Saka commence avec le match qu'il a fait la semaine dernière, mais bon, c'est quand même Madueke un des joueurs qui performe bien quand il joue. Il y a la question d'Eze. Pour moi, il fait pas assez aisé pour prétendre passer devant Odegaard. Donc, au niveau en tout cas du 11 de départ, pas de commentaire particulier. C'est vrai Après, que on parlera plus tard de la gestion des changements. Mm. c'est vrai que je te rejoins, Jonathan. Là-dessus, j'ai pas mentionné Madueke, mais en fait, c'est un choix difficile. Et il en a parlé en conf. Arteta, il a dit par rapport aux mots de tête. On lui a demandé si ça lui donnait des mots de tête de faire des choix par rapport à la compo qui starte les matchs. Et il a dit non, pour l'instant, ce qui me donne des mots de tête, c'est de faire avec les absents. Mais même si Madueke a fait un excellent match contre. C'était le Bayern, hein, je crois, c'est ça. Hein, ouais, qu'il avait mis un doublé de dingue. De ne pas le voir pendant 2 matchs d'affilée alors qu'il est en forme, c'est surprenant. Et en même temps, bah, Madueke, c'est la doublure de Saka, quoi. Et à gauche, Trossard est au-dessus de Madueke. Donc, je sais pas, en fait. Mais c'est pour ça que le fait qu'il commence pas, ça me dérange pas. Mais le fait de ne pas le voir du tout, Oui, je suis assez d'accord. quand, J'avoue. enfin, on connaît les risques d'avoir qu'un but d'avance. Ça nous a joué des tours il y a pas longtemps, mais c'est pour ça. Et puis même pour la gestion des joueurs aussi. Hein, Saka est en Absolument. forme, c'est cool. Si Saka se pète, bon. Enfin, C'est moins dans le cool. déroulé du match, je pense que ce sera un sujet qui reviendra de toute façon, la gestion des rentrants d'Arteta. C'est marrant de vous entendre parce que je veux pas relancer le débat Saka. Vous savez ce que je pensais de lui avant le match de Wolverhampton. On a dit qu'il avait fait un très bon match face à Wolverhampton. Mais
quand on entend là aujourd'hui que vu que Saka avait fait un bon match face à Wolverhampton, il était normal de le voir sur le banc, sur le terrain, pardon. Par contre, quand Madueke faisait des bons matchs, on n'avait pas toujours ce même discours. C'est aussi la preuve, mais c'est pas contre toi, hein, Jonathan, mais Non, non, mais c'est de parce que façon Saka, générale. Saka a un statut. Mais c'est ça. Saka a un En statut fait, c'est aussi. exactement ça. Il a un statut différent. C'est Donc, exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la même objectivité, on n'a pas l'objectivité tout court en fonction du joueur dont on parle et que, encore une fois, de par son statut, qu'il faudra peut-être un jour quand même remettre en cause, en tout cas que moi je Je sais remets en cause pas. depuis un bout de temps, Je sais pas. je trouve que ça fausse un petit peu parce que bah, ce sont ces stats et ces résultats qui dicteront de toute façon. En fait, c'est- Madueke, il a fait un excellent match, on peut pas le nier. Mais on peut pas non plus nier que, un, c'est un arrivant, et deux, on n'a pas de vision claire et objective sur la constance de Madueke. Saka, un mauvais match de Saka, ça peut arriver, mais ça reste quand même, pour le coup, un mauvais match de Saka, un bon match pour globalement n'importe quel ailier en PL, en fait. Ouah, pas sur Quand les tu fais un derniers temps, je suis déplacement désolé. à Everton, on va parler de Saka sur ce match parce que il a été man of the match, mais moi je suis un peu plus mitigé, mais il y a du Ça bon c'est et du moins super bon. drôle quand même. Mais globalement, Madueke, on ne peut pas non plus considérer qu'il a une meilleure place à prendre que Saka quand il a fait, sur les dernières semaines, un match exceptionnel. Ça, je le concède, hein. Mais il revient de blessure, il a fait un match de ouf. Mais Madueke, il est aussi inconstant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Saka est une valeur sûre parce qu'on le connaît par cœur depuis des années et que globalement, enfin, tu vois ce que je veux dire? Madueke, Mais il là, laisse enfin, plus je pense place au qu'on doute. on est d'accord avec toi, mais moi, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il est rien du tout, le Madueke, du Ouais, coup. oui, oui, oui. Je Quand pense on que sait ça qu'il doit être faut frustrant pousser à pour le la joueur fin, 20 d'ailleurs. minutes à la fin pour Zéro, taper dedans, zéro minute en deux alors, matchs, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. alors qu'on fait 3 changements sur 5, bon, on a discuté un peu avec Raoul avant, donc non, non, mais il va revenir, Raoul va revenir dessus. Mais tu dis, amène un peu de fraîcheur, amène quelque chose d'autre, parce que Saka en adore. Moi, je suis un grand fan de Saka, je le suis depuis le début, mais c'est quand même pas très cliché, mais enfin, je pense qu'Arthur, tu sais, quand tu vois Saka jouer, tu sais un petit peu ce qu'il va faire déjà. Donc, Oui, ses oui, 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 adversaires, ils oui. savent encore mieux que nous. Alors que Madueke, on l'a moins vu, on l'a en plus moins vu chez nous. Ça apporte quelque chose de. Il est un peu plus foufou, quoi. Bah, je t'avoue qu'à la Il peut tenter d'autres 70e choses. minute, à la 70e minute du match, après qu'il y a eu les premiers changements, je me suis dit, bon, bah, tu vas bouger Saka, c'est bon, il a fait son boulot, tu vas Allez, mettre Madueke. exactement. Et surtout qu'en plus, on était sur une phase du jeu où Saka, il avait cette espèce de syndrome du sauveur à forcer un petit peu, à tenter des tirs du droit, etc., qui n'aboutissaient à rien. Je me dis, bon, vas-y, maintenant, il faut le changer. À la fin, on y reviendra, il m'a fait mentir parce que les 10 dernières minutes, j'avoue que c'était un peu l'aimant à ballon Saka, et voilà. Mais avant cette phase-là, je me suis dit, c'est le moment de mettre Madueke quand même, il faut le laisser jouer le petit, quoi. Ouais, bah comme Absolument. quoi je pense on n'est pas sorti de ce débat et que finalement, non mais c'est vrai et je suis persuadé que à chaque fois que Saka va faire un bon match comme il l'a fait à Wolverhampton, les pros Saka vont dire, t'as vu, il est largement au-dessus. Ah, ok, donc il a bien joué contre Wolverhampton, ok, très bien, mais reprenons quand même les 5 voire les 10 derniers matchs de Saka. Euh, et noter de façon très objective, sans le statut, sans le côté affectif que j'ai également pour lui, vous verrez que c'était pas ouf. Enfin bref, on va y revenir, bien évidemment. Alors, la compo, on l'a dit, elle est traditionnelle. On commence le match et je vais vous donner mon point de vue général sur cette mi-temps, tout d'abord, cette première période. C'est que, voire même sur le match. Sur le match, je nous ai trouvé complètement désorienté et à l'envers. Genre, je sais pas, sous acide, il y avait rien qui allait. Dans les 15 premières minutes de match, je pense que si j'avais eu quelqu'un à côté de moi, j'aurais pu lui montrer ou lui démontrer ma façon de regarder un match de foot et les petits détails qui me font dire que, en fait, aujourd'hui, on n'a pas mis la bonne chaussure au bon pied, quoi. Genre, à un moment donné, ben, ça peut paraître complètement anodin, mais quand dans tout le match, tu vois, par exemple, à un moment donné, il y a une balle en profondeur d'Everton, Calafiori veut la remettre de la tête à Raya, et en fait, la remise de la tête, au lieu d'aller vers Raya, elle va vers un attaquant plein centre d'Everton. Combien de fois dans le match, on a eu des débordements où on a centré,
le défenseur contré, la balle revenait sur notre attaquant, ça faisait 6 mètres. Tu vois, c'est ce genre de petits détails-là qui, moi, me rendent dingue, parce qu'à un moment donné, tu te dis, en fait, il n'y a rien qui va, et que tu te dis, c'est le match où, à la 97e, tu vas pas mettre le deuxième, et que sur un penalty, sur un fait de jeu, tu vas prendre le un partout. Et j'ai vraiment été très inquiet pendant toute cette rencontre-là, et paradoxalement, Everton ne proposait pas grand-chose. Je nous ai trouvés supérieurs, mais supérieurs dans le sens où j'avais l'impression qu'on se savait supérieur et que finalement, on n'a pas mis tous les ingrédients, à part un mec comme Rea qui ne triche jamais, comme Rice par exemple qui ne triche jamais, mais on n'a pas mis tous les ingrédients et en fait, on a eu une sorte de suffisance. C'est comme ça que moi je l'ai ressenti cette première période et même dans la globalité le match. Après, sur la première période, je vais vous laisser la parole juste après. Il y a effectivement plusieurs faits de jeu. Il y a eu l'avare qui est intervenu beaucoup trop souvent, à juste titre. Il y a un premier penalty non donné pour Arsenal et j'aimerais vous entendre là-dessus sur la poussette dans le dos sur Gyökeres. Finalement, ça donne corner et sur le corner, bah, il y a un contre de volée qui nous donne la penalty. On ouvre le score. Il y a je sais pas, il y a eu un vrai manque de maîtrise, j'allais dire, et de lucidité dans cette rencontre-là qui, moi, me déplaît. Alors après, bien évidemment, la conclusion, ça va être la même, c'est-à-dire qu'on était deuxième au coup d'envoi, on repasse premier avec 2 points d'avance sur City. Au niveau de la première ligue, on va pouvoir réveillonner en étant top of the league, et c'est quand même pas négligeable. Mais, et ça sera probablement ma conclusion de cet épisode-là, quand je regarde les dynamiques de nos deux concurrents principaux actuellement, qui sont Manchester City et Aston Villa, qui jouent cet après-midi face à Manchester United, si je ne me trompe pas, quand on voit la dynamique, la qualité de jeu, le dynamisme offensif, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule à chaque match, parce que je suis persuadé que cette année, ça va être notre année. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on se contente de ça pour dire, OK, bah, parce que c'est notre année, on va le faire. Il va falloir quand même de nouveau retrousser les manches et reproposer quelque chose dans le jeu complètement différent de ce qu'on a pu voir. Parce que il y a eu ce fameux match face à Tottenham. On était tous là en disant, ouais, waouh, trop bien. Il y a ce fameux match en Ligue des Champions où tu défonces le Bayern 3-1. Bayern, c'est pas n'importe qui, mais depuis le match du Bayern, il n'y a pas eu une prestation correcte. Il faut se dire les choses comme elles sont. En tout cas, je vous dis comme moi je les ressens. Il n'y a pas eu une belle prestation. Le match nul à Chelsea à 10 contre 11, très chanceux. La défaite à Aston Villa, elle nous pendait au nez. Wolverhampton, on gagne, mais faut-il vous rappeler le scénario et surtout la situation dans laquelle se trouvait Wolverhampton au moment du match, avec 2 petits points glanés et dernier du championnat. Voilà, donc c'est un match qui me rassure pas, on va dire. Mais je prends les 3 points. Pardon, je vous laisse la parole. Messieurs, cette première mi-temps, vous l'avez vécu comment? Alors, vécu en live pour toi, Jonathan, et puis toi, Arthur, tu connaissais le résultat quand tu as regardé le match en replay ou pas? Bah, figure-toi que j'ai réussi à regarder le match en direct. Contrairement à ce que je pensais, j'ai réussi à regarder le match en direct puisque le match de Béthune s'est terminé pile au moment du début du coup d'envoi d'Arsenal. Donc Ah, j'étais stylé, tombé un. d'accord. Ok, donc tout s'est Ouais, ouais. bien enchaîné en fait, quoi. Tout s'est bien enchaîné, mais parfaitement. Ok, donc du coup, tu n'avais pas la connaissance du score, donc ton ressenti va être d'autant plus intéressant. Allez, Jonathan, dis-moi, à 4 heures du matin, t'es recouché ou pas? Non, et tu sais que moi, je suis très mauvais pour enregistrer les matchs et les regarder plus tard. Donc, C'est Dur à vrai. non, non. faire. Tu le vis pas pareil. Ah ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Bah, surtout quand tu sais que ça s'est déjà joué, Ah quoi, ouais. c'est dur. Donc, suffisance, je pense pas, moi. Arteta, c'est pas un manager comme ça, c'est pas une valeur qui est inculquée aux joueurs du tout. Top of the league pour Noël, c'est très bien. On était top of the league en 23-24, on était top of the league en 24-25, top of the league 22-23 à Noël, top of the league 23-24 à Noël, et on sait comment ça s'est fini. Ouais, c'est Donc pas je pense rassurant, pas là. que ce soit, donc je pense pas que ce soit de la suffisance. Moi, ce qui me fait peur, c'est que tu as quand même pas mal de joueurs qui se connaissent. Tu as Trossard, Saka, Odegaard, Rice,
Calafiori, deuxième saison, Timber, troisième saison, mais bon, vraiment deuxième. Bon, on a des absents, on a Havertz qui est absent, on a Gabriel qui est absent, mais c'est quand même des joueurs qui se connaissent. Et j'ai trouvé cette première mi-temps, alors j'ai pas trouvé qu'il était à contre-temps, comme ça peut se passer des fois, mais j'ai l'impression que enfin, tu vois très peu d'automatisme. Tu vois très peu d'automatisme et qui fonctionne bien. Et c'est ça qui fait peur. Gyökeres, on reparlera un peu de ses stats un peu plus tard, mais il a eu deux actions qui lui ont été procurées, une par Saliba. Enfin, vous avez vu jusqu'où Saliba est monté sur le terrain, c'est quand même très inhabituel, qui arrive à se trouver dans des positions comme ça. Il a eu un autre bon ballon, Gyökeres, qui a été donné par Odegaard. Alors peut-être que je parle un peu trop vite, est-ce que c'était en seconde, je sais pas. Oui, parce que Mais pour moi, c'est un moi, fait de match, cette action-là. mais Ouais, moi c'est sur deuxième, ouais. quand je vois la passe que lui donne Odegaard, enfin, Odegaard, c'est quand même sa spécialité, ça, ce genre de ballon. Et il lui donne un ballon Dégueulasse. où Gyökeres est sur sa droite, et en fait, il faut qu'il arrive à lui donner un ballon vertical où Gyökeres n'est plus qu'à couper à l'intérieur, alors que non, il fait sortir Gyökeres sur sa course, il doit repartir à droite pour aller le récupérer, donc perdre des secondes sur le défenseur qui est sur lui, et donc bon, bah, ça se transforme en eau de boudin, le truc. Et donc, ça partait un peu des deux côtés en première mi-temps. Il n'y avait pas vraiment, je trouve, une équipe qui avait le dessus. Alors, ils ont pas tiré en première mi-temps, je crois. Ils n'ont eu aucun tir enregistré, Everton. Mais néanmoins, bah, c'était encore une possession fébrile, quoi. Donc, moi, franchement, sur le penalty, la première faute sur Gyökeres, bon, je me suis pas offusqué parce que c'est pas quelque chose que je voudrais qu'il soit sifflé contre nous si ça se passe. Mais non, on vient de faire deux victoires d'affilée là. On vient de faire deux victoires d'affilée contre les Wolves et maintenant contre Everton. Faut quand même pas oublier que malgré le bon match de Saka la semaine dernière, c'est deux contre son camp. Donc bon, c'est quand même pas fameux. Là, c'est un penalty qui est non discutable, absolument. Mais quand on voit qu'à côté, il y a City qui est en train de monter comme il Ouais. faut, Mm. la mayonnaise avec Cherki commence à prendre. Alors, je ne vais pas vous mentir que moi, je ne regarde pas tous les matchs de Première Ligue. Enfin, Ah, rien mais qu'au niveau planning, c'est pas possible. Mais je lis pas mal là-dessus. Et tu Cherki, vois qu'ils ont quand Foden, même une Haaland, grosse, ça commence à faire très très ouais, mal quand il même, y a quoi. commence une grosse montée en pression. Je vais juste sortir une stat rapidos. Euh, le match d'hier, Gyökeres, il a touché 13 ballons, 18 ballons, pardon. Haaland en a touché 13. Sur les 13 qu'il a touchés, il a tiré 7 fois, 3 fois cadré, 2 buts, une passe décisive. Donc, on va pas comparer ce qui est pas comparable, mais ça reste quand même des éléments qui sont quand même assez. Alors, je dis pas que c'est la faute de Gyökeres, hein, mais maintenant qu'on a acheté un joueur comme ça à ce prix-là, on est au mois de décembre maintenant, il faut quand même essayer de comprendre comment le mettre en valeur. Et je suis sûr que Arteta travaille là-dessus, mais pour l'instant, ça peine à prendre, quoi. Ça peine à prendre énormément. Et donc, moi, cette première mi-temps, vous voyez, ça me laisse un peu dubitatif, quoi. Ouais. Arthur, cette première période? Eh ben moi, du coup, je vais avoir un avis assez différent du vôtre, je pense. Alors, sur Vas-y. l'ensemble du match, globalement, je sais que je vais être un petit peu en opposition avec votre ressenti, et c'est pas mal parce qu'on aura l'occasion, du coup, d'échanger là-dessus. Mais globalement, moi, cette première mi-temps, alors je pense que il faut mettre un contexte avant d'avoir un avis objectif, et c'est ça aussi l'avantage de pouvoir réagir à froid. Arsenal, je pense que c'est un club qui vit avec ses traumas. Et parmi ces traumas, il y a pas mal de défaites face à Everton à l'extérieur. Là, on arrive dans un moment de l'année où effectivement, on est deuxième au début du match. Il y a un City qui est très très fort, qui est en train de faire très très mal à tout le monde sur son passage. Donc, on joue déjà avec la pression euh, de City qui nous colle aux fesses. Et psychologiquement, on a tellement eu l'habitude d'être premier à Noël et dépassé par City juste après que je pense que c'est dans la tête de tous nos joueurs et dans la tête d'Arteta. On arrive dans ce tout nouveau stade, c'est la première fois où on y va, avec une atmosphère de ouf, avec, on le sait, une équipe très physique, très technique. Moi, je ne suis pas fan des comparaisons avec City dans la mesure où, on n'a pas du tout la même équipe. Haaland et Gyökeres ont peut-être un profil similaire, mais Haaland vaut 3 fois le prix de Gyökeres. Et Haaland, c'est un talent unique dans son genre dans le monde. Et au-delà de ça, ils ont joué West Ham, ils n'ont pas joué Everton
c'est pas les mêmes oppositions. On oublie souvent de dire que oui, peut-être Arsenal joue bien ou joue moins bien, mais en face, on est en première ligue. Il n'y a pas de mauvaises équipes. Bon, on a fait un match dégueulasse la semaine dernière. Cette année, moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé que dans cette première mi-temps, la bonne chose, selon moi, c'est qu'on avait une défense dans le contrôle un peu plus collectif. Contre Villa, c'était trop ouvert. Même s'il faut avoir le cœur accroché pour être supporter d'Arsenal, parce que de toute façon, on est à deux doigts de la syncope à chaque match. Globalement, contre Aston Villa, moi, j'étais pas bien parce que c'est des actions individuelles qui nous ont permis de défendre sur Oli Watkins, par exemple, à chaque fois qu'il était en V1. Là, j'ai eu le sentiment que sur les 20 premières minutes, bon, c'était pas ouf, il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'ai trouvé une meilleure connexion avec nos défenseurs, Hincapié un peu plus dedans. C'était plutôt positif. C'est pas incroyable, on n'est pas dans une domination comme dans les dernières semaines, mais je trouve que c'est ok, tu vois. C'est ok. Je pense pas qu'il y avait pénalty sur Gyökeres sur la poussette, comme l'a dit Jonathan et très bien dit. Ça m'aurait fait chier que ce soit sifflé contre nous si ça avait été le cas, donc je pense que c'était pas forcément mérité. Je trouve que cette première mi-temps, elle était pas incroyable effectivement, mais l'équipe est revenue un peu meilleure en deuxième. Et ouais, je pense que le contexte est vraiment à prendre en considération. Oui, Gyökeres touche des ballons, il les met pas forcément au fond, mais on peut des fois se tromper entre Gyökeres n'a pas été bon ou le défenseur à lui était bon. La passe de Saliba, je sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps, mais la passe de Saliba qui est lumineuse Première, sur ouais. Gyökeres en première mi-temps, j'ai vu des avis de personnes qui disent Gyökeres, il est censé la mettre. Mais quand tu regardes le ralenti, je crois que c'est Tarkowski qui Et fait il le tacle. revient, ouais, bien sûr. Le retour et le tacle est sensationnel. Et en vérité, on dit toujours que Gyökeres a besoin de trop de touches pour tirer, et c'est vrai. Là, pour le coup, il touche à peine le ballon deux fois pour se remettre un peu dans l'angle, parce que c'est pas non plus un robot. Et en fait, juste le retour défensif est exceptionnel. Donc, euh, voilà, moi je suis un peu plus mitigé. C'est un match de première ligue. Faut pas oublier qu'Everton, ils sont 10e au classement. Avant le match, il y avait à peine 11 points, je crois, de différence avec nous. C'est pas des peintres. On s'attendait à l'absence de Grealish. Bon, il n'a pas brillé, mais il était là. Il y a eu quelques petits absents du côté d'Everton, mais c'est pas non plus des guignols et on n'a pas été horrible. Moi, la première mi-temps, je mets un 5-6 sur 10, quoi, si je devais mettre une note, par exemple. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je veux pas comparer des choses qui sont pas comparables, mais on doit se comparer à City. Je veux dire, c'est le plus grand rival. Enfin, c'est eux qui sont au top de la première ligue depuis 10 ans. C'est le statut qu'on veut maintenant. On se doit de faire des comparaisons entre les deux, tu vois. Bah, Et, ouais, mais pas euh, tactiquement, et- parce qu'on n'a pas du tout le non, non, même non, profil de non, je jeu et parle de pas joueur. tactiquement. Je parle pas tactiquement. Moi, je parle du résultat à la fin qui compte. Oui, Et voilà, quand je vois un Haaland qui arrive avec 13 balles touchées à faire ça, ça reste malgré tout un rendement qui me rend envieux. Et ah bah oui. le projet Arteta a 6 ans. On est dans un état de maturité maintenant qui fait que on doit asseoir notre statut. Alors, il y a des traumas, j'entends, mais voilà, les traumas, ils sont derrière nous maintenant. Il y a 3 années de trauma. Donc maintenant, il faut commencer à passer au-dessus. Là où je te rejoins, c'est que je crois que jusqu'à l'année dernière, on n'avait pas gagné de match contre Everton chez eux depuis je ne sais combien de temps. Je me souviens qu'on a gagné chez eux soit la saison passée, soit celle d'avant, et c'était un miracle, mais c'était un gros fait qu'on arrive enfin à faire ça. Mhm. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce sont des peintres ou quoi que ce soit, mais néanmoins, on reste Arsenal et on va aller chercher la première ligue. Donc, Moi, je pense qu'in fine, si par exemple le match, parce qu'on va en parler dans la deuxième mi-temps surtout, mais si les deux poteaux qu'on met sont dans la cage et qu'on gagne 3-0 ce match et qu'avec du recul, statistiquement parlant, Everton n'a rien proposé, et si Arsenal gagne 3-0, ce qui n'aurait pas changé grand-chose parce que ça aurait été une histoire de centimètres, je pense que le retour et la vie derrière serait peut-être un peu moins négatif. Ouais. je sais pas, je sais Alors, pas. Il y a je eu, suis... on a fait un match qu'on a débriefé, je crois, avec Raoul l'année dernière, qui était le 4-2 contre Leicester. On Ouais, menait je me rappelle. 2-0, on s'est fait reprendre 2-2 et on a marqué 2 buts en fin de match. Et on Oui, a oui, oui, débriefé oui, ce oui. match avec Raoul et on avait tous les deux les boules parce que le résultat est pas dégueulasse quand tu regardes. Mais la manière, La dynamique du waouh, match n'était pas terrible, c'est vrai. voilà, on s'en sort quand même très bien. On s'en sort très bien par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est là où tu dis qu'avec deux poteaux, avec deux tirs qui sont un peu plus à l'intérieur de quelques centimètres, ça passe. Donc peut-être, hein, je dis pas que je serais pas d'accord, mais des fois, ce genre de choses, ça va, c'est pas.
Et puis C'est après, pas toujours blanc ou noir. rappelez-vous les sujets, ou en tout cas le sujet qu'on a abordé il y a de ça à peu près 2 mois, je crois, sur Coup de Canon, où le jeu d'Arsenal, à un moment donné, n'était pas très lissé, et il y avait ce fameux débat de savoir est-ce que les résultats à tout prix ou est-ce que le jeu à tout prix. Je sais pas si vous vous rappelez de ce Si, je l'avais débat-là. écouté, j'avais écouté ce podcast-là et j'avais envie justement de réagir. Je me disais, ah! Donc, si, je me rappelle très bien. Mais si tu fais la comparaison avec City, qui a eu un démarrage assez compliqué, qui a perdu contre Newcastle fin novembre, merci aux Magpies quand même, parce que voilà, sinon ils seraient déjà devant nous. Mais à un moment donné, c'est l'exemple concret de ce que moi je dis. C'est-à-dire que quand tu as le jeu et que tu as la domination, à un moment donné, les étoiles, elles s'alignent et tu as les résultats. Quand tu es dans, ou quand tu essaies d'être dans le contrôle ou dans le minimalisme, et à un moment donné, match contre Sunderland où tu te fais reprendre à la dernière minute, match contre Aston Villa où tu perds le match à la dernière minute, le match d'hier où finalement tu termines à 1-0 et tu te mets pas à l'abri, c'est quand même des facteurs qui me font dire que on n'est pas vraiment en maîtrise et que si on avait cette ambition d'avoir un peu plus de jeu, eh ben, on s'en sortirait probablement un peu plus. Voilà, c'est juste ça. Après, comment dirais-je, et ça je le dis souvent dans les épisodes, on a tous une façon qui nous est propre de regarder un match de foot et d'apprécier un match de foot et de débriefer un match de foot. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes exigences, on n'a pas forcément les mêmes attentes, mais sur un match comme celui d'hier, je trouve que, encore une fois, si on s'était fait reprendre un but partout, on aurait pu s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et moi, à un moment donné, je dis attention, à force de tirer la sonnette d'alarme, on risque à un moment donné de le payer cash. Et si on le paye cash, ben ça voudra dire aussi que ben, on perdra la première place, en tout cas de façon temporaire. On va parler un petit peu de ce penalty quand même, messieurs, parce que c'est le fait du match. Le fameux penalty qui fait donc suite, je le disais en introduction, à une double intervention de la VAR. Vous avez été unanime, messieurs, donc je pense qu'on ne va pas revenir dessus. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Après, très honnêtement, encore aujourd'hui, au lendemain de la rencontre, je n'arrive pas à me positionner pour savoir si ça se siffle ou pas, parce que je me dis que Gyökeres n'a aucun intérêt à chuter dans les filets au lieu de mettre la tête, surtout pas dans une période où il est en manque de confiance et où le but, entre guillemets, est tout fait. Après, quand tu regardes le ralenti, c'est vrai que la faute semble la poussette, pardon, semble relativement légère. Et je crois que c'est toi, Jonathan, qui le disait juste avant. Si c'était une faute qui avait été sifflée ben, contre Arsenal, tu n'aurais pas aimé prendre un penalty pour une faute comme ça. Donc, on va clore le débat de cette première intervention VAR. Le corner suit, et là, magnifique, O'Brien. Pour ceux qui suivent un petit peu la Ligue 1, ancien joueur de l'Olympique lyonnais, qui doit avoir une passion pour le volleyball, messieurs, parce que clairement, il a une attitude d'un mec qui va au contre, au filet, parce que impulsion des deux pieds, les deux bras tendus, je, Mais je qu'est-ce qu'il a contre le fait, quoi? ballon, magnifique. Et en plus de ça, petite anecdote, ce que j'ai trouvé super bizarre dans la rencontre, comme quoi hein, on ne voit pas les choses de la même façon. Autant en direct, la poussette de Gyökeres, je gueule, je dis putain, il y a penalty, je comprends pas, tu vois. La VAR intervient, pas de penalty. Sur le corner et la faute de main de O'Brien, je la vois pas. Et quand tu regardes la réaction des joueurs autour du ballon, il n'y en a pas un qui demande le penalty. C'est vrai, ouais. C'est quand même super bizarre. La main, Alors qu'en soi, là, la c'est main, elle évident, est quoi. tellement éclatée. Les mains, parce qu'il met les deux. Mais elles sont tellement éclatées au sol que tu te dis, en fait, t'as même pas besoin du VAR, en fait. Le VAR, bah alors après, si, parce que l'arbitre ne siffle pas, donc il est obligé d'être appelé. Mais je veux dire, c'est une telle évidence. Mais qu'aucun joueur autour du ballon ne demande un penalty, alors que sur la faute de Gyökeres, à l'inverse, tout le monde demande la faute. J'ai trouvé ça super bizarre. En tout cas, on est tous unanimes que celui qui n'est pas d'accord avec ce penalty se lève maintenant ou se taise à jamais, ou du coup qu'il écrive en commentaire, on relaiera l'information. Mais penalty plus que certain,
Jonathan, je l'ai écrit dans le Discord, je sais pas si tu as vu, quand j'ai vu Ødegaard avec la balle dans les mains, je dis, mais est-ce qu'il faut pas la laisser à Gyökeres? Et au final, c'est ce qui se passe. On revit l'épisode avec Havertz, quand Havertz était en manque de confiance et qu'on lui avait laissé, je crois que c'était déjà contre les Wolves, si je me trompe pas, où Ødegaard avait laissé le penalty à Havertz. Penalty donc confié à Gyökeres. Et moi, messieurs, ce genre de penalty, qu'est-ce que je kiffe. Je me pose pas de questions. Course de balle traditionnelle, je mets une bandale, ça fait 1-0. Merci, fais-moi ton signe, fais-moi ta célébration. Welcome back, Victor. Et ça fait 1-0 pour nous, quoi. Mais Moi, j'aurais là-dessus, pas compris qu'on lui laisse pas, tu vois. bah, en fait, je t'avoue que sur le coup, il y a le côté, on a tous repensé, comme tu le dis, à Havertz, c'est le penalty qu'on lui avait donné pour la confiance. Et moi, je ne suis pas persuadé que le ballon a été donné à Gyökeres pour lui redonner confiance. Moi, je pense que dans cette situation-là, avoir la confiance de Gyökeres, c'est bien. Avoir une victoire, c'est mieux. Et je pense que on lui a pas donné le ballon pour lui redonner confiance, on lui a donné le ballon parce que c'est le meilleur tireur de penalty. Alors, je te Ouais, coupe, je suis d'accord. Arthur, 2 secondes. Je suis d'accord. Je te coupe juste 2 secondes parce que il faut que je te parle d'un autre débat qu'on avait eu il y a de ça, encore une fois, quelques mois dans Coup de canon. Euh, Saka. on avait Saka cru qui prend le lire, moi penalty. j'avais cru lire, Ouais, et on je me était souviens de ça. plusieurs Ouais. dans l'assaut à avoir lu que Gyökeres serait notre tireur de penalty. Mhm. Et à un moment donné, on a eu un penalty. Gyökeres était sur le terrain, Saka était sur le terrain, et c'est Saka qui l'avait tiré. Et Oui, moi, j'avais trouvé ça Mais très Saka, surprenant. c'était pour Saka son revenait de centième blessure. but. Ouais. Et Saka revenait de blessure aussi. Hmm. Mais c'est vrai que ça avait fait polémique un petit peu ce truc-là, je m'en Bah, j'ai rappelle hâte de bien. voir le prochain Maintenant, il y avait un penalty pour savoir contexte. qui va le Mais tirer, tu vois. je pense que pour le coup, c'est juste que Gyökeres est le tireur de penalty et à voir le penalty qu'il a tiré, franchement, tu peux pas faire mieux. Voilà, il envoie un missile thermonucléaire dans le filet. Le gardien a beau sauter du bon côté, c'est inarrêtable. Moi, je veux voir ça. C'est pour ça qu'on a pris ce joueur. C'est pour envoyer des missiles astro dans les buts. Euh, J'avais peur quand je l'ai vu se préparer. Tu sais que dans la tête de ce mec-là, il faut un mental d'acier pour pas craquer parce que il avait absolument besoin de le mettre. Absolument besoin de le mettre. Et il le loupe pas. Parce que je pense que s'il l'avait loupé, alors là, laisse tomber la sauce. Déjà que le mec, il prend beaucoup trop cher en dehors des matchs. Mais alors là. Hmm. Donc non, je suis très content. Je pense que c'est à lui de les tirer. Et je pense qu'effectivement, bon, bien sûr que ça joue pour la confiance et l'équipe devait être contente qu'il marque. Mais je pense juste que c'est le meilleur tireur de penalty. N'en déplaise à Saka qui est très bon, hein, mais moi je veux que ce soit Victor qui tire tous les pénaux, quoi. Jonathan? Oui, 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 je suis d'accord. On sait aussi que de toute façon, à Arsenal, enfin, la personne qui récupère le ballon une fois qu'on sait qu'il y a penalty ne tire jamais le penalty. C'est toujours Odegaard qui la prend en général avant de la donner au dernier moment au tireur. Non, moi, ça m'avait pas dérangé quand Saka l'a prise il y a quelques mois. Et là, bah, l'ordre des choses suit son cours, quoi. Donc, très bien, il l'a mis. Comme dit Arthur, heureusement qu'il l'a mis parce que sinon, je pense qu'il se prenait Ouais, un bel orage. il se mettait la balle dans le Et pied. il avait pas besoin de ça. Donc, non, non, il l'a mis et il l'a mis à la Gyökeres. Donc tant mieux. Alors, Faut petite savoir quand parenthèse. même que Oui, dis-moi. Gyökeres, à titre informatif par rapport à ses stats au Sporting, bon, tout le monde sait qu'il a marqué une centaine de buts en deux Ouais, je saisons. crois il a rien manqué, non? Il a mis 27 penalties et il en a quasiment loupé aucun. Après c'est un excellent tireur de penalty. Je vais vous donner C'est mon ça. avis sur le tireur de penalty. Pour moi, le meilleur tireur de penalty aujourd'hui qui existe, c'est Saliba. Voltemade. Ah ouais, ouais, Non, lui, mais Ah, le le avec la mec. gueule technique, là? non, mais C'est le vrai que lui, mec, non, là. mais c'est en pleine lucarne à chaque fois, quoi. C'est puissant, Ah c'est non, il est précis. fort. Ah, Lui, il est Tu peux, fort. mais même si tu anticipes, Jonathan, soit tu rentres avec le ballon dans les buts, mais c'est impossible à avoir. Alors, il y a un jour où il va glisser, il va y avoir la taupe qui sort au dernier moment et la balle va partir en tribune. Mais les pénaltys qu'il a tirés, notamment cette année avec Newcastle, parce que c'est pas, il en a marqué un contre Chelsea, je crois, là, hier, si je me trompe pas. Mais hum. les pénaltys qu'il me tire, c'est Voltemade, de toute façon, alors ce sera un autre sujet qu'on ne va pas aborder parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais à titre personnel, Voltemade, parmi les transferts des numéros 9 en Première Ligue cette année, c'est peut-être le seul transfert qui fait vraiment des lumières en PL Ah, parce qu'il est vraiment t'as très oublié fort. Ekitike, hein, quand même. Bah, je trouve pas qu'Ekitike soit aussi brillant que Pour moi, Voltemade. c'est le meilleur transfert d'attaquant de cette année.
à Il n'y Liverpool. a pas les stats de fou, hein, mais quand tu regardes Ouais, mais il Isaac marque. à côté, Ah bah Isaac, parce que d'ailleurs, moi, on en parlera peut-être un petit peu. On va lui souhaiter une bonne convalescence, hein, parce que là, Ah, le pauvre, le c'est pauvre. catastrophique ce qui s'est passé pour lui. En tout cas, ça fait 1-0. On revient un petit peu à l'essentiel. Ça fait 1-0. Très content pour Guillaume Quérez. Soulagé d'ouvrir le score dans cette rencontre-là également. Euh, sur la première période, j'ai pas l'impression que après ce penalty, il y ait grand-chose. Et je vous propose, à moins que vous ayez, vous, un fait de jeu sur lequel vous aimeriez revenir, messieurs, je vous propose qu'on intervienne directement sur cette deuxième période où, encore une fois, mon résumé va être celui-ci. J'ai trouvé qu'on a eu de la suffisance. J'ai trouvé que euh, on aurait pu passer à côté de la correctionnelle si la VAR avait eu d'autres interprétations, notamment sur la faute de Zubimendi, notamment sur la faute de Saliba. Je dis pas que c'est penalty, mais je me dis si c'est sifflé, au moins un des deux, euh, compliqué de crier au scandale. Et puis après, il y a ces deux poteaux, Trossard et Zubimendi. Euh, Il y a effectivement l'occasion dont on a parlé, l'appel de balle. Non, c'était en première période, l'appel de balle, ouais, où on disait la fameuse balle de merde de garde à Gyökeres. Donc je passe, pardon. Catastrophique. Euh, et puis après, il y aura les changements qui vont commencer à intervenir à la 65e. Mais ça, Jonathan, tu comprendras pourquoi je vais me le réserver un petit peu. Donc, du coup, je vais vous demander de me dire comment vous avez trouvé cette deuxième période de façon très générale. Quel a été votre état d'esprit? Est-ce que vous avez été inquiet jusqu'au coup de sifflet final? Est-ce que vous avez estimé qu'on était en totale maîtrise? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont pour vous sortis du lot un petit peu? Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vas-y, Je je t'en t'en prie, prie, Arthur, Jonathan. vas-y. Ah ouais, trop de Ouais, non, nous, politesse. nous, on sait accueillir les gens, hein. On vient pas du Nord, mais c'est tout comme. Non, je vais prendre du coup la parole. Effectivement, moi, cette deuxième mi-temps, je l'ai trouvée quand même meilleure que la première globalement, à plusieurs niveaux. Déjà, géographiquement sur le terrain, par rapport aux défenseurs, moi, j'ai trouvé que c'était meilleur que ce qu'on a eu contre les Wolves, meilleur que ce qu'on a eu contre Villa. Comme je disais pour la première mi-temps, déjà, ça avait commencé à être un peu plus collectif qu'individuel. Bon tracking des courses globalement. Everton n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pas grand-chose de dangereux. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont mauvais ou est-ce que c'est parce qu'on est bon? Bah, ça, c'est à vous de voir. Mais moi, j'ai trouvé qu'on n'était pas trop mauvais, qu'on les a bien pressés. Belle gestion des contres. J'ai apprécié le moment où on a eu une petite erreur défensive. Je crois que c'est Saliba et Timber bien concentré qui suit et puis qui récupère le ballon derrière sur un compte qui aurait pu être dangereux. Donc, bon contrôle globalement. Effectivement, il y a des moments où on transpire Incapié. J'arrive pas à lui faire pleinement confiance. J'adore le joueur, hein. Je pense qu'il a un sacré potentiel, mais il manque de sérénité. Et en fait, j'aimerais que Saliba ait un côté leader bien plus que ce qu'il avait quand il jouait aux côtés de Gabriel en son absence, parce que t'as pas de leadership avec un Timber, un Saliba, un Hincapié et un Calafiori, si ce n'est celui de Raya, qui a d'ailleurs, soit dit en passant, fait un bon match, je trouve. D'ailleurs, c'est lui qui a eu la meilleure note sur FootMob du match. Pas forcément pour ses arrêts, mais pour ses relances et compagnie. Mais voilà, d'un point de vue défensif, en dehors du fait que ça manque, je trouve, de leadership en l'absence de Gabriel, je les ai trouvés sérieux. On a Mais enfin joué au milieu de terrain. c'est marrant que tu dis ça parce que l'an dernier, il avait joué Saliba que avec Kivior, non? Quand Gabriel s'était Oui, blessé. Et ça exactement, s'était ouais. très bien passé. Ouais, ouais. Et là, je trouve qu'il manque de sérénité. Alors, ça dépend. Il y a des moments où, je sais plus, il s'emmène un attaquant, Saliba, il fait un retour défensif, il s'emmène l'attaquant, il arrive à le dribbler et à s'en sortir dans le corner droit, là. Hum. Mais il y a eu quelques petites erreurs. Alors après, c'est Saliba, hein. Il a déjà eu des petites inattentions. C'est pas la première fois. Ça reste quand même excellent et meilleur qu'avec Norgard ou Mosquera, hein. Mais voilà. En fait, j'ai pas cette sérénité que j'ai quand Gabriel est là, même si on est dans le contrôle et que globalement ça s'est bien passé. J'ai pas cette espèce de démon, de chien de garde derrière qui gueule sur les coéquipiers, etc. Je sais pas si vous voyez. En plus, on a eu très souvent les retours défensifs d'Osgard, et ce qui pour moi a pas mal desservi globalement l'équipe offensivement, parce que c'est à Zubimendi numéro 6 normalement et Rice de faire ses retours, que Odegaard descende aussi bas en défense pour les Absolument. contre-attaques. Moi, j'ai trouvé ça compliqué. C'est là-dessus où effectivement
le bas blesse un petit peu. Je sais bien que la tactique d'Arteta, c'est quand il faut descendre, on est 11 à défendre. Mais voilà, quand tu vois qu'il fait des passes un peu crado pour Gyökeres, Odegaard, si en plus il se met à défendre plus qu'à. Enfin, je sais pas. Absolument, mais même à la relance, c'est lui souvent qui vient reprendre ça devant la C'est charnière. long. Et si on s'attend à ce que ce soit lui, comme tu dis qu'il a passe à Gyökeres, faut qu'il te remonte tout le terrain. Donc, Bah ouais. Et déjà qu'il a enfin, je besoin sais de 20 pas, secondes avant de distribuer le ballon, bon, bien sûr, mais donc là, t'as l'impression qu'il fait les deux boulots en même temps, quoi. oui. Donc, faut Et qu'ils ouais. trouvent aussi comment ils s'accordent tous les deux, Zubi et Odegaard, parce qu'on sait qu'il fait plein de touches de balle, et si on veut qu'il la donne le plus rapidement possible devant, là, ça devient compliqué, quoi. Non, non, clairement. Après, voilà, on n'a pas été emmerdé, on n'a pas été embêté, pardon, sur les offensives. Je trouve qu'on a été sérieux. On a joué enfin avec le milieu de terrain. Moi, j'étais content. Rice, ce mec-là, on l'a pas payé Ouais, assez c'est un cher, hein. Il est monstre. vraiment trop fort. C'est n'importe quoi. Il est aberrant dans son endurance, dans sa récupération, son apport offensif. Enfin, il est trop fort. Zubimendi, je l'ai trouvé plutôt OK aussi. Je trouve qu'on a un peu plus joué, ouais, au milieu. J'aurais aimé peut-être voir une entrée de Nwaneri à la place d'Odegaard à un moment donné. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, Odegaard, globalement. Sur la deuxième mi-temps, il s'est mieux ressaisi qu'en première. Il a proposé quand même quelques bonnes choses. Mais je pense que offensivement, c'est surtout par les transmissions du milieu de terrain qu'on manque de créativité, en fait, que Gyökeres manque de ballon. On l'a vu, en fait, il y a une petite vidéo, moi je trouve que c'est intéressant, une petite vidéo sur l'entraînement qui est sortie avant le match, de la journée d'entraînement qu'ils ont passé, et notamment l'entraînement au tir. Et en fait, il y a un truc assez intéressant, c'est de voir où sont placés les ballons pour que Gyökeres puisse derrière les planter dans le but. Et en fait, chez les Gunners, on a tendance à faire des passes dans les pieds. Et Gyökeres, puisqu'il aime bien, c'est pas les passes dans les pieds, c'est les passes dans l'espace. Il est très fort quand il s'agit de récupérer un ballon dans la course pour ensuite envoyer un missile. Par contre, c'est un bulldozer, donc quand tu mets le ballon dans les pieds, bah, il a un peu de mal. Et nous, Odegaard, il fait beaucoup plus de passes dans les pieds que de passes en profondeur, parce que c'est pas trop le style de jeu d'Arteta. Et là-dessus, je pense que bah, c'est peut-être là où on manque de créativité devant, en fait. Euh, c'est sur comment on trouve ces passes-là en profondeur quand on a même l'entrée de Martinelli, on a des contre-attaques plutôt que de courir tout droit alors que c'est ce qu'il sait faire le mieux. Bah voilà, il s'arrête, il temporise. On essaye toujours de trouver la passe safe, de faire une avancée progressive. On essaye. Voilà, c'est là où moi, si j'ai vraiment un truc négatif à trouver dans ce match-là, c'est peut-être sur ce manque de jeu dans l'axe, de jeu profond, de contre efficace, de rapidité, de garder lent. Et il y a beaucoup de touches de balle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais C'est ça ça, peut-être il doit qui met le un peu. travailler, ça, justement, à l'entraînement. Ça, c'est des trucs, enfin, Bah oui, on le sait. j'imagine. Je crois que Gyökeres a eu une action à un moment dans le half space à gauche où il est allé jusque dans la surface. Ah, ça fait Ouais, mal contre aux deux yeux à voir, défenseurs. Ouais. hein. Ouais, Bah, ça fait mal aux yeux parce qu'il le c'est tente. bulldozer, quoi. C'est ça. Après, il l'avait fait contre Leeds, lorsqu'il avait marqué Et c'était peut-être passé. même un de ses premiers buts. C'était passé et c'était très très beau. Là, franchement, en plus, ça revient dans ses pieds. C'est pas passé à grand chose. Et quand tu regardes la course des autres, si tu regardes bien cette action, il n'y a absolument aucun Gunners qui revient en courant vraiment avec intensité dans l'axe pour que Gyökeres puisse la redonner à quelqu'un. Pour le coup, le pauvre, il est un peu esselé dans le contre. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça dort un peu. Odegaard n'est pas, pour l'instant, le 10 que j'aimerais qu'il soit. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'il a été avant ses blessures sur son apport offensif. C'est pas dire qu'il est nul. Je le trouve quand même bon et je préfère l'avoir que aisé en ce moment, clairement. Mais Le, ça le manque problème, de c'est que prise de risque. le problème, ça commence à être un débat qu'on a depuis l'année dernière. On avait déjà eu des débats l'année dernière, au moment de Noël en plus, ou juste après Noël, Raoul. Je ne sais pas si tu te souviens. Et ben, bon, les blessures n'aident en rien non plus, mais du grand haut de garde, ça commence à faire un petit moment, quoi. Ça fait 18 mois qu'on l'a pas vu. Mhm. Donc bah, j'espère que tout va se passer comme tu l'as exprimé un peu plus tôt, Arthur, et que Arsenal va commencer à passer la troisième, la quatrième, la cinquième bientôt, quoi, parce qu'on en a vraiment besoin. Moi, j'ai trouvé la deuxième mi-temps meilleure, mais inefficacité offensive, fébrilité défensive un peu, bon, bah, ça fait qu'on reste sur le bout du fauteuil jusqu'au bout, quoi. Bon, ce qui est pas mal non plus, mais Ah, ouais, je suis un moi, peu plus serein, je suis un peu plus serein avec deux, trois buts, quoi. Et c'est vrai que pour moi, le seul qui tient la dragée haute,
c'est Rice parce qu'il est partout, il percute devant, il fait des interceptions enfin, dans son milieu de terrain. C'est vraiment le seul où je suis vraiment à 100%, quoi. Moi, je vais ouvrir forcément, du coup, messieurs, le premier dossier du jour. Je pensais le faire un peu plus tard, mais à vous entendre, je suis obligé de rebondir. C'est la complémentarité, mon questionnement sur la complémentarité entre Ødegaard et Zubimendi. Ah bah oui, En tout complètement. cas, dans ce système de jeu-là. C'est-à-dire que Ødegaard qui redescend très bas pour orienter le jeu, bah, c'est marcher sur les plates-bandes de Zubimendi parce que c'est ce que Zubimendi il sait faire. Et c'est ce pourquoi, à mon avis, on l'a pris. Tout à l'heure, Arthur, tu parlais de dire, ouais, mais Zubimendi, c'est un 6, c'est à lui de récupérer le ballon, etc. Oui, c'est un 6, mais c'est un 6 à l'espagnol, c'est un 6 qui est capable de gratter des ballons, mais c'est surtout un 6 qui est capable d'aller relancer, d'aller créer le jeu, et c'est le premier Oui, relanceur oui, du jeu. Donc, si bien sûr. Ødegaard redescend au même niveau que Zubimendi pour également euh, orienter le jeu, ça veut dire que finalement, offensivement, Gyökeres se retrouve un petit peu seul aux côtés de, par exemple, Trossard et Saka. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt dans notre système de jeu et par rapport, en tout cas, lorsque Zubimendi évolue dans le 11 de départ, ou en tout cas dans le 11, je ne vois pas l'intérêt pour Ødegaard de redescendre aussi bas. Sur un match comme celui-ci, on en a parlé un petit peu rapidement avec Jonathan quand on s'est appelé en fin de matinée. Euh, on, on a tendance à répéter tous les week-ends, ouais, mais on s'est confronté à un bloc bas, patati patata. Bien sûr qu'on a, mais comme disait Jonathan, Arsenal, ça fait 4 ans qu'il joue le titre de Première Ligue, ça fait 4 ans qu'on est deuxième. Il y a un moment donné, s'il y a des équipes qui n'ont que ça à proposer, et petite phrase que je t'ai dite, Jonathan, je sais pas si tu l'as relevé, je dis encore heureux que toutes les équipes ne se découvrent pas, parce que quand tu vois que il y a des équipes qui n'ont pas peur et qui jouent contre nous, Sunderland, Aston Villa, par exemple, on est quand même rapidement en difficulté. Donc, gardons le fait qu'on impressionne nos adversaires et qu'il n'ait que d'autres choix ou que d'autres plans tactiques de faire un bloc bas. Mais à ce moment-là, c'est simple. C'est soit Ødegaard redécouvre ou réinvente son foot, sa position, son poste pour apporter quelque chose d'un peu plus euh, flagrant d'un point de vue offensif, ou alors, je vais vous dire un truc tout con, moi sur un match comme ça, avec le scénario, bah, je me dis qu'un Nwaneri, plus haut, dans les 30 derniers mètres, avec une aisance technique, une aisance tactique, capable d'aller chercher Gyökeres en profondeur et pas dans les pieds, il pourrait faire du bien. Je ne cite volontairement pas Aizé parce que Aizé, sur les derniers matchs, je trouve qu'il s'est mis un peu un coup de couteau dans le pied ou une balle dans le pied plutôt et qu'il n'a pas donné l'envie à Arteta de le remettre plus souvent ou plus tôt. Mais ce que propose Ødegaard aujourd'hui, je trouve que c'est à l'opposé de ce que l'on attend de lui et de ce que l'on a besoin pour aller chercher des prestations autres. Alors, une fois que ça s'est dit, si on prend par exemple l'exemple des deux poteaux que l'on fait, Ødegaard, c'est lui qui décale Rice, qui lui va aller faire la dernière passe à Trossard, et Et quelle Ødegaard sur le passe? Et quelle passe? qu'elle passe, bien Quelle évidemment. passe. Ah, il fixe Ouais, jusqu'au Oh, dernier moment. le timing il sait très bien le faire. Et c'est Incroyable. également Ødegaard qui centre en retrait sur Zubimendi qui heurte le poteau. Donc, tout n'est pas à jeter dans ce que Ødegaard il fait, mais à un moment donné, je m'interroge sur ce qui lui est demandé d'apporter à l'équipe et s'il ne doit pas réinventer son jeu. Ou alors, Je, à ce moment-là, il faut que on parte du principe que j'allais dire défensivement. Je ne sais plus qui le disait dans le Discord, Jonathan, mais en gros, Ødegaard a de plus en plus un profil à la Vitinha, par exemple. C'est-à-dire un profil plus reculé, et ça, on en avait déjà parlé en début de saison. Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas fait pour voir Ødegaard et Zubimendi côte à côte dans un double double pivot pivot?
en C'est 6. Mais possible. le problème, Après, c'est tu que vois, le problème, en Odegaard, faisant ça, tu fais quoi de Rice? Tu peux pas le mettre en bah, 10 et tu peux pas le mettre sur l'aile gauche. Donc, après, c'est très compliqué, tu c'est des vois. systèmes, les espèces de 4-3-3 ou 4-2-3-1 comme ça, c'est des systèmes établis. Nous, on a une permutation au milieu qui nous permet de changer un petit peu. Je pense qu'Odegaard, globalement, là, je regardais les statistiques. Effectivement, il a 45 passes sur 51, c'est 90% de réussite, 4 occasions créées. Effectivement, il est à l'origine des actions les plus dangereuses. Je pense que pour Odegaard, on a simplement un standing élevé parce que le prime Odegaard qu'on a eu en 22-23, je crois, il était hallucinant. Beaucoup le mettaient au niveau de De Bruyne sur les passes qu'il pouvait faire. Enfin bref, c'était vraiment assez fou. En plus, à l'époque, il frappait. Et donc, du coup, bah, il pouvait mettre des buts. Euh, donc, on a un standard d'Odegaard élevé et c'est pour ça qu'on est très exigeant avec lui et sur ce qu'il est censé apporter aujourd'hui. Maintenant, c'est pas un mauvais joueur. Moi, je trouve que Odegaard, il a été très marqué par les blessures en ce début de saison, avec des rechutes, des rechutes, des rechutes. Quand tu as 2 rechutes sur une blessure qui te fait déjà manquer la première partie de la saison et que tu reviens sur le terrain, psychologiquement et dans la gestion de ton corps, je pense que ça joue. Et Odegaard, qui a ce côté un peu voilà, gris-gris, c'est un joueur qui est élégant quand il joue. Odegaard, il a un style de jeu. C'est un mec qui fait des gris-gris, Odegaard. Mais quand tu fais des gris-gris et que tu te fais exploser et que tu as je ne sais combien de rechutes de blessures, forcément, à ton retour sur le terrain, tu vas moins en contact, tu vas peut-être moins prendre de risques. Je pense que c'est Mais ça, ça je suis d'accord, mais ça ne qui peut joue pas sur son être jeu. le fait qu'il ait un peu plus de réserve sur ce qu'il peut faire. Là, c'est en train de, bah, Ah, ça ça a un pose question, impact, ça a un c'est sûr. impact sur notre efficacité à nous. Et si on sait qu'il faut que ça joue vite, vite, vite vers l'avant pour mettre des ballons dans la profondeur à Gyökeres et qu'on peut pas parce que bah il préfère temporiser, ok, très bien. Le truc, c'est que personne ne Mais dit qu'il est mauvais. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'il peut apporter. Et Arthur, ce que tu dis, je crois que j'en ai parlé dans le dernier podcast ou dans l'avant-dernier, c'est-à-dire que Ødegaard, quand tu regardes jouer, en fait, il est, il veut, enfin, t'as l'impression qu'il joue et qu'il a envie qu'on le trouve beau quand il joue. Alors, tu vois, la Ouais. multiplication du nombre de touches de balle, les passes appliquées dans les pieds, etc. Mais à un moment donné, on a peut-être besoin aussi d'un autre profil à certains moments de la rencontre. Et c'est un peu, bah, bref, c'est un peu compliqué. En tout cas, sur la fin de deuxième période, j'ai parlé des deux poteaux. Moi, Trossard, très honnêtement, je lui en veux pas parce que je trouve que le geste, il est juste, il frappe le poteau, mais voilà. Vaut mieux ça C'est pas que de ça bol. part dans les tribunes, c'est pas de bol. Zubimendi, je pense que le retour de Grealish l'empêche d'ajuster vraiment sa frappe. Au final, on va conserver ce score de 1 but à 0. Et puis voilà, on retrouve la tête de Première Ligue en attendant d'autres échéances. Mais voilà, c'est pas toujours tout à fait rassurant. Dans un match comme ça, ce qui n'est pas évident, à mon avis, messieurs, on va y arriver, c'est les tops et les flops. Déjà, c'est un exercice qui en soi, il n'est pas toujours évident. Alors, il y a des fois des tops ou des flops qui sautent aux yeux. Mais j'ai l'impression que pour trouver notamment des flops dans ce match-là, pardon, c'est pas forcément évident, mais c'est un exercice auquel on se prête à chaque podcast, chaque débrief. Donc, bah, il va falloir y passer, Arthur. Et puis, en tant qu'invité, la parole est à Avec toi. plaisir. Donc, Alors, tes flops. les flops. Alors, il va falloir que j'argumente mon flop parce que sinon, je sais que ça va faire lever les mains. Premier flop pour moi, eh ben, c'est Saka. Alors attention, pourquoi? Parce qu'il a été man of the match et parce que il a eu un temps très très fort à la fin du match et effectivement, il a été aimant à ballon et incroyable. Et Saka est Starboy et j'adore et machin. Mais Saka, en fait, de par son statut dans le club, moi c'est mon joueur préféré, Saka, je vous le dis, je ne suis pas objectif parce que je l'adore. Il a ce syndrome du sauveur avec Arsenal depuis longtemps déjà, parce qu'il l'a été en fait, et parce que nous, on manque de cette individualité qui est capable à lui tout seul de nous faire gagner. On n'a pas Alexis Sanchez, on n'a pas, vous voyez, ce genre de joueur qui est capable de faire un truc à lui tout seul. Et Saka, je pense qu'il a tendance à vouloir le faire du coup quand il voit que bah, c'est entre ses pieds. Et il a tenté plusieurs fois des tirs dans ce match où finalement on ne s'est même pas levé de nos chaises parce qu'on savait qu'il allait taper dans un défenseur, où on savait qu'il était du droit, qu'il avait un angle pourri, etc. Et là où je le mets dans mes flops, c'est parce qu'en fait, j'attends de lui qu'il soit meilleur que ce qu'il propose là.
En fait, le Saka que j'ai vu en fin de match, j'aurais voulu le voir pendant tout le match. Le Saka que j'ai vu contre les Wolves, j'aurais voulu le voir pendant tout le match. Moi, il y a eu un moment, et on l'a dit en intro du podcast, je voulais voir Madueke remplacer Saka dans le match. Non pas parce que Saka était mauvais, hein, mais juste parce que voilà, je me suis dit, Madueke va être muant et va apporter les choses. Voilà, donc c'est un flop qui est mitigé parce que il reste man of the match. Il est quand même exceptionnel, mais j'aurais attendu un peu plus. Donc ça, c'est mon flop. Après, peut-être un petit peu, effectivement, Incapié, je trouve qu'il qui est un peu en dessous des trois autres à côté. Mais c'est vraiment un flop plutôt mid parce qu'il est quand même meilleur que ce qu'il nous avait montré contre Villa. Donc voilà, moi j'ai que deux petits flops, franchement. Sinon, sur le reste, j'ai trouvé que toute l'équipe était globalement bonne. Jonathan. Je te rejoins sur l'analyse par rapport à Bukayo Saka. Enfin, pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment le numéro un. Et donc, oui, on a des grosses attentes. Moi, il y a une action qui m'a énervé. Et c'est pour ça qu'il prend flop. Et c'est très dur, hein, parce que les deux joueurs à qui je mets des flops, il s'est fait une action vraiment où ça m'a. Je crois que c'est à la 50e minute que Saka récupère le ballon et frappe du droit, alors que pour moi, il avait le temps et l'espace autour de lui de se mettre sur le gauche parce qu'il était pas loin du tout. Et là, ça se précipite, ça tire du droit, donc ça rentre pas. Il a quand même là, ouah, les stats de Saka cette saison, ça fait un peu peur quand même. Oh, c'est le Starboy, il est ailier droit titulaire à Arsenal, runner-up, challenger pour la première ligue depuis 4 ans. Les stats, elles sont quand même un petit peu, un peu flippantes. Ouais, on attend plus. Et moi, il y a Calafiori aussi. Alors, Mm. autant l'année dernière, Calafiori faisait un peu des dingueries quand il partait, balle au pied, il réfléchit pas, il avance, ça faisait très peur. Cette année, c'est beaucoup mieux. Mais là, il a fait une action un peu dans le style où il repique vers la surface de réparation. Je ne sais plus à quel moment c'est exactement. Et où il fait une paire de balles qui est super dangereuse, bah, parce que je ne sais pas si Martinelli était déjà rentré. Mais en général, on sait que c'est Martinelli qui couvre bien le couloir gauche quand le left back monte. Et ça donne trop d'opportunités à l'adversaire, quoi. Enfin, là, en tout cas, ça a amené beaucoup de danger, quoi. Ça a amené beaucoup, beaucoup de danger. Plein de fois, ça paye, hein. On lui en doit quelques-unes à Calafiori. City l'année dernière, si je dis pas de bêtises, quand on a Quel fait but. 2-2 chez eux au mois d'octobre. Mm. Quel but! Mais c'est un couteau à double tranchant, ça. Mm. Et, et ouais. C'est Moi, no- donc, Saka Calafiori. Ok, je vous donne les miens très rapidement, mais sachant que ça va faire l'objet d'un petit dossier juste après. Moi, je vais mettre Arteta pour ses changements. Je me suis créé juste après. Et je vais mettre Saka parce que je l'ai dit avant et Calafiori parce que depuis hier je vous dis qu'il était pour moi à l'envers. Arthur, avant que tu ne sois obligé de nous quitter, on va quand même t'entendre pour tes tops. Oui, bah pour les tops, je pense qu'on sera tous unanimes avec Declan Rice, qui de toute façon est le meilleur joueur d'Arsenal depuis le début de la saison, voire même depuis qu'il est arrivé. En fait, ce mec est un robot. Pour moi, c'est un. Si on chope des trophées à la fin d'année, c'est possiblement un ballon d'or, hein. Je vous le dis, il est trop fort. Et encore une fois, il est partout. Il est offensif, il est défensif, il est dans la relance, il est clinique sur ses passes, il est clinique sur ses coups de pied arrêtés. Bon, bref, Declan Rice. Et moi, je vais mettre Gyökeres dans les tops. Non pas parce que sa performance m'a complètement bluffé, mais parce que il est dans une position difficile. Si le pauvre allume son téléphone en dehors des matchs, je pense qu'il y a de quoi pleurer quand on voit tout ce qu'il prend dans la gueule. Surtout sur les médias. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu les médias anglophones sur Sky Sports et autres, mais franchement, il prend cher de ouf. Alors qu'à côté de lui, il y a des Isaac à 150 millions. Bon, il lui est arrivé un triste événement à Isaac, mais je veux dire, c'est pas comme si c'était le seul attaquant en PL globalement avec qui c'est un peu difficile et il n'est pas non plus catastrophique comme certains le disent, je trouve. Il faut juste qu'il trouve sa place. Donc Gyökeres, moi je le mets dans les tops parce que ce but, ce penalty, moi m'a rassuré. Ça lui redonne confiance. Je l'ai vu beaucoup plus présent. Il a eu 18 touches de balle. Il y a eu quelques actions où c'est passé à pas grand chose sur des bons retours défensifs. Et globalement, je veux que ça continue comme ça et que ce soit meilleur pour les prochaines échéances. Donc voilà. De mon côté, pour les tops, Rice aussi, hein, tout à fait d'accord avec Arthur, et je voulais juste un petit peu illustrer ses propos. 116 touches de balle, 3 tacles, dont 2 réussis, 3 interceptions, 4 clearances, 4 duels au sol remportés sur 6, 3 duels aériens remportés sur 3. Donc, super, super match.
C'est lui qui percute, c'est lui qui amène la grinta, la gouache devant. Donc, une fois de plus, top. Après ça, je vais mettre Timber. Je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match. Ça n'a pas pris la maillot tout le temps comme il fallait, mais solide comme d'habitude. Donc Rice et Timber. Je pense qu'on va être tous unanimes pour dire que Declan Rice, il faudrait presque faire un top sans lui. Donc bien évidemment, Rice, j'ai trouvé Saliba très rassurant, côté d'Hincapié un peu plus en difficulté. Donc je pense que Saliba sera mon deuxième top. Et en troisième top, ça va être un top d'encouragement. Des fois, je le fais, voilà. Ça va être Gyökeres. J'espère vraiment qu'à un moment donné, parce que encore une fois, il fait pas un grand match ou il fait pas une grande heure de jeu, puisque je crois qu'il sort à la 65e. Mais en fait, c'est juste que en attendant soit qu'on trouve comment jouer avec lui, soit qu'on se dise, ok, c'est pas lui, et puis ben, on le revend. Mais en attendant, voilà, parce que honnêtement, je pense que mentalement, même si le mec il est payé des millions, même si le mec, voilà, tirer ce penalty là avec la pression, avec la- les tempêtes qu'il prend par les médias, etc., et la fanbase, je trouve que c'est courageux, c'est responsable et que bah, il n'a pas failli. Donc voilà. Donc Victor, continue comme ça si tu nous entends. Euh, je vais venir avec. Donc vous l'aurez compris, vous n'entendrez plus Arthur sur cet épisode puisque Arthur a dû s'absenter et que donc du coup on pensait pas parler aussi longtemps. Donc voilà, on fait ça comme ça. Du coup, un grand merci à Arthur et je le rappelle, Arthur on air sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Franchement, c'est assez sympa. Je vais vous parler maintenant de mes. C'est pas un coup de gueule, mais presque, puisque je vous disais que dans mes flops, il y avait les changements d'Arteta. Je vais essayer de factualiser les choses et de vous donner mon ressenti. Sur un match comme celui d'hier, Arteta fait trois changements. Le premier intervient à la 65e minute de jeu avec la sortie de Gyökeres et l'entrée de Gabriel Jesus. Ensuite, deuxième changement, 80e, Martinelli qui remplace Trossard. Donc deuxième changement. Troisième changement, 88e, Merino qui remplace Ødegaard. Pour ceux qui suivent les matchs à la télé, vous avez cette fameuse infographie au moment des changements où on voit, vous savez, Jonathan ne s'en rappelait pas, donc je vais le repréciser. En première ligue, vous avez le droit à 5 changements, même en Ligue 1. Mais ces 5 changements doivent être opérés en 3, comment on peut appeler ça, 3 étapes de changement. En fait, vous pouvez faire vous pouvez demander 3 fois le changement et faire rentrer de 1 à 5 joueurs finalement pour avoir un total de 5 joueurs. Mais vous devez faire maximum 3 phases de changement. La troisième phase, Pas plus de trois pauses pour les changements, oui. voilà. Donc le dernier changement intervient à la 88e minute de jeu. Ça veut dire que concrètement, à la 88e minute de jeu, nous n'avons plus, nous aurions encore le droit à 2 remplaçants de façon numéraire, puisqu'on n'en fait rentrer que 3 sur 5, mais nous n'avons plus de phase de remplacement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu as un blessé, tu as autre chose, c'est fini. Là où moi j'en veux à Arteta, c'est que dans une phase, dans une période où il n'y a pas un match à Paris hier, où on termine une rencontre sans avoir un blessé, je trouve que dans ces changements, il ne tient pas compte de ça. Un exemple tout con, il sort Trossard pour faire rentrer Martinelli à la 80e. Si en même temps, il fait rentrer Merino à la place de Degarde, on a fait 3 changements à la 80e minute de jeu, mais il a encore une option de changement en fonction d'un fait de jeu, en fonction d'une éventuelle égalisation. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et je trouve juste qu'à ce niveau-là, c'est mon avis personnel, je vais pas en faire
je vais pas dire que c'est un crime, hein, je vais pas en faire un dossier non plus, un dossier d'État. Mais je trouve que c'est assez grave à ce niveau-là de pas s'en rendre compte. Voilà. C'est que tu fasses sortir Gyökeres à l'heure de jeu pour faire rentrer Gabriel Jesus, parce que c'est un peu comme ça que tu vois la chose. Tu laisses du temps de jeu. Gabriel Jesus revient au fur et à mesure. Donc, il va prendre de plus en plus de temps de jeu. Probablement, même, à mon avis, qu'il va être, je suppose, titulaire face à Palace. Moi, c'est mon petit joker, on y reviendra après. Mais voilà, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, Jonathan, mais je trouve juste presque suicidaire, voire assassin, de ne pas tenir compte des matchs passés pour au final ne pas te garder cette sécurité. Voilà. Encore une fois, là, à la 88e minute de jeu, je crois qu'on a eu 7 minutes d'arrêt de jeu, je crois, quelque chose comme ça. Donc derrière, il te reste 10 minutes, tu as un blessé, tu termines à 10. Voilà. Ou tu es égalisé, bah tu peux plus rien faire. Voilà. Donc il y a 5 changements, il y a 5 remplaçants possibles, pardon, il y a 3 changements possibles. Donc en termes de phase, j'espère que j'ai été clair à ce niveau-là. Et je trouve juste que c'est très très mal géré. Alors ce coup de gueule là, je l'ai eu hier soir quand j'ai vu les changements. J'ai pas eu le temps, honnêtement, de regarder sur les matchs précédents euh, si c'était quelque chose sur lesquels il était coutumier du fait ou pas. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas très responsable et pas très malin de sa part. Voilà pour mon coup de gueule et puis le dossier des changements. Déjà qu'on dit souvent qu'il fait des changements très tard. La preuve, c'est que si tu enlèves l'entrée de Gabriel Jesus, on va attendre de nouveau la 80e minute de jeu pour voir Martinelli rentrer à la place de Trossard. Après, je dis pas que j'attendais Martinelli à l'heure de jeu. Mais ça veut dire que pareil, peut-être que si tu fais rentrer Martini à la place de Trossard, tu peux aussi faire rentrer en même temps Madueke à la place de Saka. Tu mets du sang frais sur les ailes et tu ramènes quelque chose de différent. Tu peux, ben, je sais pas. Je reste persuadé qu'il y a beaucoup mieux à faire et que ben, du coup c'est un avertissement sans gravité puisqu'on n'a pas eu de blessure. Mais vraiment, ça m'embêterait de revivre ça sur les prochains matchs et d'avoir un scénario différent et de devoir dire je l'avais dit, tu vois. Même si j'adore avoir raison. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je sais pas ce que tu en penses, Jonathan. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, hein, mais Je crois voilà que mon cette coup de gueule. conversation entre nous, elle a commencé quand moi j'ai dit que déjà qu'il y avait encore de la place pour 2 changements. C'est pourquoi il n'avait pas utilisé ces 2 changements pour un Madueke surtout. Pourquoi on n'a pas fait rentrer à la 75e un Madueke qui attend que ça? Alors comme je dis, je ne vais pas aisé, pas spécialement, mais c'est surtout un Madueke où j'ai trouvé que ça aurait été intéressant. Et c'est là où tu as commencé à m'expliquer cette règle que je ne connaissais pas. J'étais pas au courant qu'il y avait que 3 phases de changement. Donc merci de l'info. Mais bon, bah ça refait que ça rajoute encore un problème, quoi. Donc dommage. Ouais. Donc, Michael, si tu nous Surtout comme tu entends, l'as dit, du coup, si quelqu'un se pète à la 89e ah, et c'est que tu fini. as 6 minutes d'arrêt de jeu, bah ça fait 7 Tu minutes termines à à 10 jouer contre 11. à 10 contre 11. C'est ça. Je trouve qu'en ce moment, on n'a pas forcément besoin de ça. Euh, voilà. Prochain match, Jonathan. Match de coupe, quart de finale, le fameux match qui a été décalé au 23 décembre puisque les autres matchs de coupe ont déjà eu lieu cette semaine, si je ne me trompe pas. Non, si cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Puisque Cette Manchester, semaine. Et cette on semaine, jouera contre voilà, on joue contre on jouera contre Chelsea. Ouais. Et en demi si on se qualifie. il reste City qui a gagné. Il reste, je crois, Newcastle. Ouais, je crois que c'est City, Qui est, Newcastle et Chelsea contre. voilà. Newcastle qui s'est imposé 2-1 face à Fulham mercredi. City qui s'est imposé 2-0 face à Brentford mercredi également. Il y a Chelsea qui s'est imposé mardi en déplacement à Cardiff. Donc voilà, donc on connaît déjà 3 des 4 protagonistes des demi-finales. Arsenal tentera d'aller chercher sa qualification en demi-finale donc ce mardi face à Crystal Palace, un nouveau derby de Londres à l'Emirates. Euh,
tout à l'heure, je disais, je voyais que si j'avais un joker à mettre ou un petit pari à faire, ça serait la titularisation de Gabriel Jesus. C'est un avis très personnel, mais ça me semble logique puisqu'il prend des minutes de plus en plus et que là, j'imagine bien Gabriel Jesus commencer et peut-être faire 50 minutes, 55 minutes et de laisser sa place à, euh, à Gyökeres, par exemple, pour terminer la rencontre. Euh, Louis disait dans le Discord que d'être top of the league pour Noël, c'était quand même très appréciable et je suis d'accord. Euh, Personnellement, si on devait être éliminé de cette coupe en quart de finale face à Crystal Palace, Noël n'aurait pas la même saveur non plus d'un point de vue analyse de cette première partie de saison, on va dire, juste avant le Boxing Day. Est-ce que, d'après toi ou selon toi, Jonathan, tu accordes une importance à cette coupe et à cette rencontre-là, ou pour toi, c'est vraiment l'occasion, indépendamment du résultat, de faire tourner, de laisser du temps de jeu, de reposer des organismes, de voir Kepa dans les buts, voilà. Les saisons se suivent et se ressemblent parce que je pense on a régulièrement Bah, bien sûr. ce genre de discussion. Non, non. Maintenant, on a un effectif tel que on doit se battre sur tous les tableaux. Donc oui, bien sûr qu'elle a de l'importance, cette coupe. On est à un match de la demi-finale et il faut qu'on aille chercher un trophée. Et on a déjà évoqué le fait que alors pas lancer son run-in du printemps avec une victoire en Carabao Cup au mois de mars ne peut être que bénéfique pour le mental de l'équipe, la dynamique, le momentum. J'aimerais aussi voir Gabriel Jesus commencer. Enfin, et même, enfin, c'est pas downgrader vraiment l'équipe que de mettre un Gabriel Jesus qui commence, de mettre un Madueke à droite et un Martinelli qui est super performant en Ligue des Champions déjà avec 5 buts. Donc oui, j'aimerais beaucoup voir ça. Après, au niveau défensif, c'est quand même Compliqué de faire une plus rotation quand même, hein. compliqué. White est out, MLS à gauche, pourquoi pas. La charnière centrale, on peut difficilement la bouger, on ne peut pas la bouger de toute façon. Au milieu de terrain, il y a quelques trucs à faire, même si quelques trucs, ça voudrait peut-être dire remettre Merino au milieu, ce dont je suis moyennement fan. À voir. Il y a de quoi faire. On peut aligner un très bon pour aller le chercher. On se rappelle aussi que Crystal Palace, c'était l'équipe contre laquelle s'était régalé Gabriel Jesus Ouais, l'année dernière. triplé. Le 21 décembre, il les avait bien explosés. Bon, je crois que c'est contre eux aussi qu'il se blesse 3 semaines après, si je dis pas de bêtises, mais il leur avait bien fait mal en tout cas la saison dernière. Ouais. Et puis en plus de ça, une compétition qui tient, ben, on parle de FA Cup quand même. Alors après, ceux qui Non, suivent, Carabao Cup. là on est en Carabao Cup? Carabao Cup. La FA Cup, ça commence au mois de janvier. Là, Ok, c'est pour pardon. se qualifier pour les demi de la Carabao Cup. Ok, d'accord. J'étais dans ma tête, j'étais persuadé que c'est la FA Cup. Excuse-moi. Non, FA Cup, on commence au troisième tour comme d'habitude au mois de janvier, ce qui est toujours très, très pénible. On se rappelle d'ailleurs, c'était qui l'année dernière? C'était United, pardon, qui nous avait Non, ils nous avaient pas battu. On sorti de avait FA Cup. perdu à 10 contre 11 au tir au but dans un match très Ils, énervant. ils étaient à 10. Ils étaient à Mais 10. effectivement, Nous on aussi, joue contre Portsmouth en FA Cup. Tu as raison. Quoi qu'il en soit, ça reste une compétition. Je le répéterai jamais assez. Quand tu veux être performant, il faut être performant sur tous les tableaux. Ça a au moins le mérite de garder tout le monde concerné et de pouvoir faire aussi jouer tout le monde dans une période où il y a encore des retours de blessures qui ont été décalés, notamment celle d'Averts, qui ne cesse de décaler son retour. On devrait retrouver Gabriel en fin d'année. J'espère qu'il sera de retour pour Aston Villa. J'y crois pas trop. En tout cas pas en tant que titulaire parce que c'est dans 9 jours Aston Villa et que sans aucune minute de jeu, ça me semble très, très compliqué. Donc, pardon, Carabao Cup, demi-finale. Il faut qu'on aille chercher, quart de finale, une place en demi. Il faut qu'on aille chercher cette place en demi-finale. Il faut qu'on aille affronter Chelsea. Il faut qu'on batte Chelsea. Il faut qu'on arrive à aller chercher des trophées parce que c'est aussi un petit peu ce qui nous manque. Et puis, la victoire appelle la victoire. Ça, j'en suis. Voilà.
le premier convaincu. Donc voilà. Donc en tout cas, moi personnellement, je serai de retour dans Coup de Canon donc dès mardi soir pour le débrief de la rencontre. Je ne sais pas encore avec qui, mais il y aura bien un débrief. Je crois qu'on a fait le tour de la question, Jonathan. Voilà, top of the league. On va Top of the savourer league. ça. Il n'est pas encore temps pour nous de souhaiter un joyeux Noël à nos auditeurs, puisque effectivement, il y a la Carabao Cup entre-temps. Mais voilà, il y a une fin d'année qui s'annonce, je ne vais pas dire passionnante, mais palpitante, puisqu'il y a une qualification à aller chercher déjà. Et puis surtout, ensuite, c'est des... il y a la réception de Brighton, jamais évidente, le 27. Et surtout, moi, le match que j'attends vraiment, c'est le match retour contre Villa, quoi. À la maison, il va falloir à un moment donné laver l'affront et où que je crois que il va falloir que Arteta ait une fierté par rapport à Emery et que on peut pas continuer à avoir un, un chat noir comme ça, ou pas un chat noir, mais un adversaire qui nous complique la vie chaque année et qui il y a même une saison où je pense qu'il participe grandement au fait qu'on ne soit pas champion. Voilà. Et puis cette équipe, elle est éclatée. Il y a des joueurs éclatés, ils ont un gardien éclaté. Donc il faut les rosser. Jonathan, merci beaucoup pas de t'être levé à 4 heures, mais, parce que c'est ton choix. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à cette nouvelle invitation pour ce débrief. Les notes sont sorties depuis hier soir, donc vous pourrez les consulter. C'est Corentin qui était en charge des notes. Il y avait également l'avant-match rédigé par Guillaume, non? c'était pas Barthélemy ou Guillaume? Non, il y a eu plusieurs Je crois que sujets. Il y a eu plusieurs articles, notamment, il y d'ailleurs, a eu c'est les ça. blessures. Oui, je C'est voulais vous Guillaume en pour l'avant-match, c'est Guillaume. voilà, je voulais vous en parler rapidement. Merci beaucoup. Il y a un excellent article rédigé, disponible déjà sur le site internet et rédigé, si je me trompe pas, Par par Guillaume aussi. les blessures, mais non. Non? Non, Non, c'est attends. Guillaume. Ok, non, 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 c'est Guillaume qui a relu, je pense. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment préparé, hein. Vous l'aurez remarqué. Mais c'est Guillaume, effectivement, qui a signé cet article-là. Pardon. Donc, Guillaume, qu'on refélicite. Peut-être que cette fois-ci, il l'entendra pour sa paternité nouvelle. J'espère que Iris va bien. Je crois que c'est Iris qu'elle s'appelle. Et qui a effectivement pris le temps de faire un article et qui s'est penché un petit peu sur le point noir de nos deux dernières saisons, le nombre de blessures. C'est un article super intéressant. Et si on devait retenir qu'un seul chiffre, Jonathan, c'est 94. 94, c'est le nombre de blessures dont les joueurs d'Arsenal ont été victimes depuis une saison et demie. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que Énorme. ça représente. Ouais, voilà. En tout cas, excellent article. Et puis après, au quotidien, bien évidemment, que vous êtes bercé par les réseaux sociaux d'Arsenal French Club, à savoir le compte Insta, le compte X. Et puis voilà. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, à le commenter. On se fera un plaisir. Je crois que j'ai répondu à tous les derniers commentaires des derniers podcasts. Donc voilà, les commentaires sont ouverts et sont à vous, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très agréable journée et à très bientôt. Common Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye.